Christophe Galfard, bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes physicien. Dans votre dernier livre, La vie à portée de main, vous nous emmenez au cœur de notre ADN. On célèbre la fête de la science avec vous. Elle se tient pendant 10 jours partout en France. D'abord, un mot peut-être sur cette fête de la science. Une façon de rappeler que la science appartient à tout le monde. Absolument, c'est notre héritage commun. C'est des centaines d'années qui ont passé, des chercheurs, des générations de chercheurs et de chercheuses qui nous ont donné la vision du monde qu'on a aujourd'hui. Et la fête de la science fait partie des moments où on peut avoir accès à tout ça. Qu'est-ce qu'il va s'y passer concrètement dans cette fête de la science? Ce sont des expériences? Alors, je ne suis pas au courant de tout ce qui va se passer en France, mais je suis sûr que si les gens regardent près de chez eux, il y a forcément des manifestations qui sont prévues. C'est bien parce que ça va permettre à ceux comme moi, par exemple, qui se disent la science, c'est pas mon truc. Moi, je suis plutôt un littéraire, je suis pas formaté. Vous dites que ça n'existe pas, ce formatage science ou littérature. C'est complètement fabriqué, cette distinction. Pour preuve, j'écris des livres. C'est pas fait d'équations, il y a des mots à l'intérieur. Et il y a quelque chose qui est assez important, je trouve, dans l'idée de la science, c'est que s'il y a bien une chose qui rassemble tous les humains depuis toujours, c'est qu'on aime les histoires. Et en particulier, on aime les histoires qui nous racontent notre histoire, nos origines, vers où on va, ce qui se passe autour de nous. Mais il se trouve que la science fait partie des disciplines qui nous donnent une histoire pour raconter tout ça, une histoire qui change à chaque époque. Du coup, le savoir d'aujourd'hui, on peut dire que c'est l'histoire que nous avons, nous, humains, par rapport à l'ensemble des choses qu'on a découvertes. Personne n'a eu cette histoire avant nous, personne ne l'aura après nous, ça caractérise notre époque. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous nous emmenez en voyage de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et on fait un voyage intérieur aussi, dans notre ADN justement. Et alors, j'ai découvert quand même qu'on avait tous un bout de mammifère, de poisson ou de dinosaure en nous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'idée du livre que je me suis dit au départ, imaginons qu'on se retrouve au milieu d'une forêt et que tout d'un coup on se demande, mais ça vient d'où tout ça? Et que quelqu'un se pose cette question-là aujourd'hui sans avoir de connaissances scientifiques. Il se trouve qu'il y a quelques petites choses qu'on peut faire pour trouver d'où ça vient. Et une des choses, c'est de rentrer en nous, d'aller regarder à l'intérieur de nos cellules et de lire l'ADN, voir l'histoire de notre corps, de notre espèce, de nos ancêtres à l'intérieur de nous-mêmes. C'est possible de faire ça, notamment donc grâce à l'ADN. Et on peut comparer des morceaux d'ADN que nous avons, nous, à celles d'autres espèces. Et effectivement, on a 60% d'ADN en commun avec la banane. En copain, joli. Avec la banane, c'est nouveau ça. Avec la banane et avec la mouche aussi. Avec la mouche. En fait, on a de l'ADN en commun avec tout ce qui existe et qui est vivant sur Terre. Ce qui montre qu'en réalité, on est une énorme famille de vivants qui a colonisé la Terre. Et nous, on est une espèce parmi des dizaines de millions qui ont traversé les époques et qui viennent d'un moment mystérieux qui a eu lieu il y a quelque temps. Pour ceux qui, comme moi, ne sont pas forcément familiers avec la science, quelle est la chose la plus étonnante que vous avez pu découvrir à l'occasion, par exemple, de l'écriture de ce livre? C'est qu'on est capable de trouver des réponses. C'est quelque chose qui m'avait marqué quand moi j'étais adolescent, quand j'ai réalisé soudain que toutes ces questions philosophiques qu'on peut avoir sur l'existence, sur qui nous sommes, etc., en fait, on a un moyen de répondre à ces questions. Et en tentant d'y répondre, par exemple, lorsque j'ai commencé à écrire ce livre pour essayer de retrouver quelle était l'origine de la vie, notre origine à nous, j'ai découvert que petit à petit, dans le temps, c'est grâce à ce genre de questionnement qu'on a compris comment se soigner, qu'on a compris ce qu'était un virus, qu'on a compris ce qu'était une bactérie, qu'on a compris comment fabriquer des vaccins à ARN, des vaccins sans ARN. Comprendre notre passé, c'est préparer notre avenir. Exactement. Et la base de la connaissance scientifique, d'avoir ces bases-là, permet de comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et aussi, d'ailleurs, les origines, là on a parlé animales, mais ça peut être aussi les origines végétales. Alors, on découvre des choses extraordinaires grâce à vous. Par exemple, que les plantes que l'on voit vertes, comme tout le monde, elles ne sont pas vertes. Alors ça dépend, ça dépend lesquelles. Mais ce qui est amusant, et je pense que c'est à ça que vous faites référence, c'est que si on les voit vertes, c'est que le vert, elle ne l'utilise pas, elle le renvoie.
Elles n'en ont pas besoin. Donc on a l'impression que les plantes ont besoin de verre. Ben, pas du tout. C'est les autres couleurs que les plantes absorbent pour fabriquer les sucres dont on a besoin pour vivre. Mais le vert, elles le renvoient. Et ça c'est nous ce qu'on donne des appelle la jolies couleurs. photosynthèse, en fait, effectivement. C'est les couleurs qu'elle renvoie ou pas. Laurie? C'est important dans un monde qui est marqué par les fake news de parler de science pour vous aujourd'hui. Alors, c'est pas que c'est important, je pense que c'est absolument fondamental de se recentrer peut-être sur certaines bases qui sont écrites par des scientifiques, disons qu'ils ont une certaine honnêteté dans leur savoir, dans le savoir de la science, de dire où sont les mystères et où sont les choses qu'on ne sait pas encore. Mais il faut faire attention à ses sources. Et voilà, c'est un peu pour ça que j'écris ce genre de livre aussi, c'est pour donner les bases, et après, les gens peuvent aller n'importe où. Quand on entend parler, on a l'impression qu'il y a vraiment un côté très ludique autour de la science. Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui, ce côté justement ludique, il est transmis notamment à l'école? Parce qu'on a souvent l'impression que la science, c'est quelque chose de très sérieux pour les gens extrêmement cartésiens. Comment rendre justement la science ludique et accessible à tous? C'est gentil de le dire comme ça, parce qu'effectivement, on a cette impression que la science casse l'imaginaire, qu'à cause des scientifiques, on n'a plus le droit de rêver et qu'il n'y a plus de poésie. C'est exactement l'inverse. La science permet... Et c'est une discipline qui va essayer d'imaginer les endroits où on ne sait encore rien. C'est un peu l'équivalent d'un peintre ou d'un artiste qui n'a ni pinceau, ni toile, ni peinture et qui doit faire quelque chose. La science fait ça. À chaque fois qu'elle arrive dans le mystère, elle doit créer ses pinceaux, sa toile, sa peinture pour essayer d'aller au-delà. Et par rapport à l'aspect ludique, il y a quelque chose que je trouve phénoménal avec la compréhension humaine. Jamais vous n'avez vu un enfant ou un humain se mettre à pleurer parce qu'il comprend quelque chose au monde. Quand on comprend, ça fait sourire. Et ça veut dire qu'en nous, la compréhension fait du bien. Voilà, de la physique poétique. Absolument. Merci beaucoup Christophe Galfard pour ce voyage intérieur. Et on a tout compris alors que nous sommes plutôt des littéraires, mais on ne le dira plus jamais. Du coup, votre livre, je rappelle le titre, La vie à portée de main, c'est aux éditions Albin Michel.